Martinez Zogo a été tué dans des conditions qui sont connues de tous. Ceux qui l'ont tué sont arrêtés. Comment ça? Est-ce qu'on n'a pas arrêté ceux qui ont exécuté le crime? Est-ce que nous avons déjà un jugement qui dit que ceux qui ont tué Martinez ont été arrêtés? Mais comment? Dans l'affaire Martinez Zogo, il me semble que ceux qui lui ont arraché la vie sont connus et sont arrêtés. C'est qui? Daoué et ses collaborateurs. Vous tenez ça de... Monsieur Lévi Lobé semble être péremptoire en se basant sur les déclarations de Monsieur Ndaoui. Je rappelle que pour l'instant, ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire sont poursuivis de filature et de torture. Ça veut dire que même au niveau de la justice, on ne reconnaît même pas encore que Martinez Zogo a été assassiné. On parle de filature et de torture, d'où cette question qui a été... Cela fait presque exactement 2 ans que le célèbre animateur de radio au Cameroun, Martinez Zogo, a été enlevé, torturé puis assassiné. C'est le prétexte justement de cette problématique que nous posons sur la table 2 ans plus tard. Où en est-on avec l'affaire dite Martinez Zogo Cameroun? Je vais passer la parole à docteur Aristide Mono. Docteur Aristide Mono, on sait très bien comme bon nombre de citoyens camerounais que c'est une affaire qui vous a tenu à cœur et vous avez d'ailleurs à plusieurs reprises donné votre opinion. 2 ans plus tard, nous avons notre justice entre guillemets qui a de la peine à toujours rendre un jugement. 2 ans plus tard, selon vous, pourquoi ça piétine? Alors, parfait, à l'entame de votre présentation tout à l'heure, vous avez posé une question simple. Qui a tué Martinez Zogo? À cette question, j'ajouterai 2 autres. Pourquoi a-t-il été tué et comment a-t-il été tué? La réponse à ces 3 questions nous permet de comprendre en fait ce qui pose problème pour ce qui est de l'éclosion de la vérité. Pour ce qui est des manœuvres qui sont aujourd'hui déployées par les différents acteurs qui sont cités dans cette affaire. La justice camerounaise aujourd'hui est dans l'embarras. Ah bon? Parce que les intérêts qui gravitent autour de cet assassinat sont au-dessus des restes du pouvoir de la justice camerounaise, étant donné que cette justice n'a jamais été indépendante. Elle est dominée par, on va dire, le pouvoir exécutif, mais beaucoup plus les barons du haut. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'affaire Martinez Zogo sort de l'ordinarité. Ça sort de l'ordinarité, pourquoi? Parce que nous avons eu affaire à des assassinats scandaleux, des assassinats, j'allais dire des assassinats, entre guillemets, d'État. Le cas de Monseigneur Benoît Bala, le cas de Angèle Vinveng. On a eu des évêques qui ont été assassinés, mais jamais on a observé un tel engagement des pouvoirs publics, un tel engagement de la justice camerounaise. Alors pourquoi le cas de Martinez Zogo revendique une certaine nature inédite? Pourquoi c'est inédit? C'est inédit parce que c'est une affaire qui implique le politique, qui implique l'État, qui implique également des opérateurs, bon, disons des acteurs financiers. Mais je vais me limiter aux 2 premiers acteurs, oui. Les acteurs étatiques et les acteurs politiques. Les acteurs étatiques, ce sont des instruments, des moyens de l'État qui ont été utilisés selon ce que nous avons aujourd'hui comme éléments d'information au regard de l'évolution de la situation sur le terrain avec les arrestations. On peut dire, sans prendre assez de risques, de se tromper que la DGRE, qui est un instrument de l'État, on va dire, bon, la DGRE ou le responsable de la DGRE n'a encore été officiel. Oui, mais la DGRE, les éléments de la DGRE, de M. Daoui par exemple, il a fait des affirmations. Aujourd'hui, le directeur de la DGRE, M. Eko, est en prison. Nous ne disons pas que c'est lui ou alors, mais on dit tout simplement que la DGRE est citée dans cette affaire. Et c'est révélateur en fait du niveau d'implication
de certains acteurs de l'establishment dans cet assassinat de Martinez Zogo. Maintenant, on a parlé des acteurs politiques. Il faut dire aujourd'hui que la question de départ qui est généralement posée, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Le crime peut profiter à ceux qui étaient sous le coup des grosses dénonciations de Martinez Zogo, des dénonciations liées à la ligne 94 et la ligne 65. On peut estimer, y compris la ligne 57. Voilà, on peut estimer d'une manière ou d'une autre que Martinez Zogo allait à l'encontre de leurs intérêts, ou alors c'était affirmé à un moment donné comme leur ennemi. Ça, c'est si on rentre dans la logique de à qui profite le crime. Disons que nous restons là dans le cadre des soupçons. Oui, et maintenant, deuxième acteur qui profiterait aussi de ce crime, si on va suivant l'hypothèse selon laquelle derrière les acteurs que Martinez Zogo dénonçait dans le cadre de la ligne 94-95, que c'est derrière ces acteurs se construit un certain clan politique, un certain clan des héritiers ou alors des prétendants à la chaise présidentielle après le départ de Paul Biya. Alors en face, il y a un autre clan, et c'est connu de la presse. C'est pas nous qui inventons cela sur un plateau, c'est connu de la presse. Maintenant, est-ce que l'autre clan, à un moment donné, n'a pas peut-être saisi l'occasion de cet assassinat pour asséner le coup ou pour prendre le dessus sur l'autre clan? Donc, alors, vous voulez nous faire comprendre qu'autour de l'affaire Martinez Zogo, de cet assassinat, il y a aussi une guerre de clans. Exactement, exactement. Et c'est cette guerre de clans qui peut justifier aujourd'hui le caractère inédit de la récupération de ce dossier de manière effective, de manière assidue par la justice camerounaise. Parce que vous allez chuter. Parce que si on revient sur les autres assassinats et on se rend compte que jusqu'ici, il n'y a pas eu un tel déploiement, alors pour moi, il y a deux choses qui peuvent expliquer le fait qu'il y ait un engagement assez effectif des pouvoirs publics ou de la justice. Le premier élément étant ici l'utilisation des ressources de l'État et également par le fait que les clans trouvent un intérêt spécifique à ce que la justice puisse se manifester de manière libre et transparente. Merci docteur pour ce regard. Nous allons passer la parole au professeur Ouenangini. Professeur Ouenangini, l'affaire dite Martinez Zogo est-elle si compliquée au point où 2 ans plus tard nous n'avons toujours pas un jugement? Entre-temps, professeur, certaines personnes ont été interpellées, comme le relevait tout à l'heure, je pense docteur Mono, des personnalités d'un certain rang au niveau de la République. Au regard de ces faits et actes, est-il toujours si compliqué qu'on puisse savoir qui a tué Martinez Zogo? Vous avez un souci, professeur? Tout d'abord, que Martinez Zogo repose en paix et que justice lui soit faite. Cette affaire est une affaire glauque, une affaire noire, une affaire qui est susceptible de ternir l'image de notre pays. Au-delà des institutions du gouvernement, comme certains veulent le dire, c'est l'image du pays qui est ternie. Certes, nous sommes habitués dans le monde actuel à de tels scandales, mais le niveau de violence et de sauvagerie qui s'est exprimé à l'occasion est inacceptable. Cela étant dit, c'est une affaire extrêmement complexe. Et c'est précisément parce qu'elle est complexe qu'elle peut susciter de l'embarras. Tous les ressorts de la dite affaire ne sont pas clarifiés. Pourquoi l'affaire est complexe? L'affaire est complexe parce que elle semble présenter différents niveaux. Il y a des niveaux qui ont trait à des règlements de compte individuels, interindividuels. Il y a des niveaux qui ont trait à des luttes d'intérêts par rapport à certains mécanismes d'État, notamment les fameuses lignes financières qui ont été évoquées. Il y a des niveaux qui sont liés au fait que, manifestement,
telle que l'affaire s'est structurée, elle implique directement ou indirectement des cercles de pouvoir importants. Et à l'intérieur de ces cercles, à tort ou à raison, certaines personnalités sont suspectées d'y être impliquées. Elle semble même inclure d'autres niveaux qui ne sont pas encore publiés pour l'instant. Mais vous avez ces niveaux-là. Je n'en dirai pas plus. Vous connaissez, mais vous ne dites pas. Je n'en dirai pas plus. Le propos dans ce genre de choses doit être un propos responsable et prudent. Et c'est ça qui rend l'affaire particulièrement délicate. Et on voit donc à travers le règlement judiciaire qui se met en place qu'à l'intérieur du processus, il y a des forces qui s'opposent. Il y a des forces qui recherchent à établir la vérité. Et dans ces forces, il y a l'État du Cameroun, pour la raison simple que cette affaire a créé de sérieuses secousses à un très haut niveau de l'État. Il est donc question de clarifier les choses. Mais en même temps, on voit bien, et c'est ce qui renvoie peut-être à ce que le docteur Monod appelle des luttes de clans, on voit bien qu'il y a un rapport de force entre des acteurs qui semblent avoir des intérêts divergents dans l'évolution de la situation. Mais ce qui est clair, c'est que l'évolution des choses, malgré tout, commence à mettre en place ce qui s'est passé. Et les prochains mois, nous apporterons des éléments qui vont clarifier la situation. D'accord. Rendez-vous est donné selon le professeur dans les prochains mois. Alors, Pierre Bleriot-Niamey, qu'on a vu avec quelle prudence le professeur Rwona parle, on a vu la même prudence chez Maître Assira, moins de prudence chez docteur Monod. Alors, le professeur Rwona parle de complexité. Le professeur Rwona soupçonne un certain niveau de l'État, des implications, ainsi de suite. Est-ce que la justice, qui devrait être froide, devrait tenir compte de tous ces paramètres? Est-ce que nous voulons savoir quels sont les clans qui bagarreraient autour de l'assassinat de Martinez Zogo? Est-ce que la justice doit en tenir compte? Est-ce que la justice ne devrait pas seulement faire son travail et nous dire qui a tué Martinez Zogo? Elle serait donc une justice totalement apurée ou épurée de toute forme de collusion. Martinez Zogo, parce que ça fait 2 ans, passé le temps de l'émotion, a été pris entre 2 feux. Ah bon? Martinez a été pris entre 2 feux antagonistes qui révèlent la réalité politique de l'État du Cameroun. Contrairement au professeur Onangine, je ne pense pas qu'il y a l'État d'un côté et autre chose de l'autre côté. Je pense qu'il y a l'État contre l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui affronte l'État. Et cette réalité, il est bon que le président Paul Biya lui-même la saisisse. En fait, moi, je me sers de cette affaire pour dire au président Paul Biya, voici le Cameroun que tu nous laisses. C'est l'État contre l'État. Martinez Zogo, entre guillemets, n'était qu'une quantité dans ce combat-là, une quantité négligeable. C'est pas la personne. On m'a suivi tout au long. Mais dans ce combat-là, c'eût été n'importe qui. Docteur Monod vous disait, des évêques sont morts, Martine. Je ne compare pas les humains. Mais la mort de Bala aurait dû faire plus de bruit que celle de Martinez. Non. Ça aurait pu être Martinez ou un gars qui pousse le pouce-pouce au marché Vogada, que la même implication de l'État, on la verrait aujourd'hui. Parce que le décès de Martinez Zogo révèle le caractère sombre des guerres intestines à l'intérieur d'un État. Et la justice, qui n'est que l'émanation de cet État-là,
ne peut pas venir se prévaloir. Moi, voilà la prudence du grand professeur. Est-ce que la justice est prise dans cet étau? Non, la justice n'est pas prise dans cet étau. La justice appartient aux différents démembrements de l'État. C'est-à-dire la justice a certains de ses bras dans un camp et d'autres bras dans l'autre camp. Elle est donc tenaillée, elle est comme ça. La justice est chez Parfait et chez Niamey qui se battent. Elle appartient aux différents camps. C'est pour cela qu'il y a une forme de neutralisation. La justice n'est pas transcendantale ou transcendante. Elle n'est pas venue du ciel et elle s'est imposée aux hommes. Elle est immanente. C'est les différents groupes qui ont généré la justice. À quoi servirait donc encore la règle de droit? Non, la règle de droit est un prétexte. En fait, le droit exprime toujours un rapport de force. Actuellement, donc, c'est parce que les deux groupes sont suffisamment forts que ça se présente. Si c'était Niamey qui affrontait l'État, comment on m'aurait déjà arraché là, on m'aurait jeté n'importe où. Mais c'est pas Niamey. C'est l'État contre l'État qui se battent dans l'assassinat de Martinez Zogo. Ce n'est pas autre chose. S'il y avait un acteur qui ne soit pas étatique, s'il y a un acteur qui ne soit pas étatique, il est au moins para-étatique. Et on les connaît, les acteurs para-étatiques, c'est-à-dire les gros financiers. Parce que, bon, comment vous retrouvez dans les lignes 94, 65, 57, c'est qu'au moins, vous êtes un acteur para-étatique, au moins. Martinez s'est donc retrouvé dans ce tourbillon-là. Et ce n'est pas dans quelques mois. On ne va pas résoudre ça avant que Biya ait repris son pouvoir calmement d'abord. Ah, donc le président Biya va reprendre son pouvoir. Calmement d'abord. Et après, on verra donc si on... Parce que personne ne veut du trouble. Même c'est quelques mois dans cette hypothèse. Non, il lui reprend son pouvoir, c'est pas dans 9 mois. 9 mois d'abord, c'est pour reprendre. Maintenant, est-ce que nous allons le laisser tranquille après la reprise de son pouvoir? Là, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Avant d'ouvrir le débat, dans tous les cas, Martinez deviendra un instrument. Il a déjà été dès le début. Il sera utilisé comme un instrument. Non pas pour la justice, parce que dans le cas actuel, vous parlez de quelle justice? La justice est là pour servir ces deux États qui se battent. Merci. Abel Lébi Lobé, un autre débat a été donc né sur ce plateau. Il existait déjà naturellement affaire Martinez Zogo, une affaire de justice ou alors un problème purement politique. C'est un problème politique qu'on voudrait amener la justice à traiter. On peut même comprendre qu'elle le traite puisqu'il y a crime. Mais je voudrais poser deux sagesses. La première est dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 15. Il est recommandé à Moïse, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Tu ne dois pas te montrer partial envers le petit. Et tu ne dois pas avoir de préférence pour la personne du grand. Avec justice, tu jugeras ton compagnon. Ici, le livre sacré recommande que lorsque la justice est rendue, qu'elle traite le petit et le grand exactement de la même manière. Et s'il n'y a ni petit, il n'y a pas de petit ici. Ça lui rendra donc la tâche plus facile. Plus difficile. Si tout le monde est grand, on dit de ne pas traiter les grands avec préférence. Si c'est les petits, c'est plus facile puisque eux, ils n'ont pas de protection. Mais ici, je convoque la Constitution qui dit que dans son article 37, dans l'organisation du pouvoir judiciaire, la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Cela veut donc dire que le peuple camerounais a un droit de regard sur ce que font les juges, sur la manière dont ils rendent la justice.
Et dans la manière, il y a le temps qui est pris pour rendre la justice. Ce temps peut générer la satisfaction de ceux au nom de qui on rend la justice, ou peut générer une insatisfaction. Martinez Zogo a été tué dans des conditions qui sont connues de tous. Ceux qui l'ont tué sont arrêtés. Comment ça? Est-ce qu'on n'a pas arrêté ceux qui ont exécuté le crime? Est-ce que nous avons déjà un jugement qui dit que ceux qui ont tué Martinez ont été arrêtés? Mais comment? Dans l'affaire Martinez Zogo, il me semble que ceux qui lui ont arraché la vie sont connus et sont arrêtés. C'est qui? Danwele et ses collaborateurs. Vous tenez ça de quel jugement? Ben, je tiens ça de la mise en cause. On va interroger. On les a arrêtés pour rien. Tout à l'heure le juriste. On les a arrêtés pour rien, même s'ils sont présumés innocents parce que la sentence n'a pas encore été rendue. Ce n'est pas Maître Assira qui a été arrêté pour avoir enlevé la vie à M. Martinez Zogo. Et justement, l'insatisfaction vient de ce que les exécuteurs du crime sont connus. Mais on ne les condamne pas. On ne les juge pas. Cela suppose qu'on cherche autre chose. Et comme le temps passe, le peuple demande, on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? On cherche ce qui... Et à ce moment-là, ce que Monod dit prend tout son sens. C'est-à-dire, au-delà de ceux qui ont exécuté le crime, il y aurait autre chose à savoir. Ça peut donc être les commanditaires. Et à ce moment, ce que le professeur, le recteur dit, prend tout son sens. Que les commanditaires appartiendraient probablement à des structures étatiques qui ont pris l'État en otage et qui s'affrontent. C'est pour ça que la justice semble bloquée. Et ça nous apprend donc politiquement quelque chose. Parce que la Constitution dit, dans l'alinéa 3 de l'article 37, le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et vous avez entendu tous les professeurs ici, et les docteurs, et etc., montrer la question de l'indépendance. Et je termine en disant, la réflexion que vous nous soumettez ce matin renvoie sur la qualité de cette justice et de son indépendance. C'est précisément pourquoi, probablement, Bala a été tué, mais la justice n'a pas fonctionné. Personne n'a été mis en cause, aucune enquête judiciaire n'a été faite, mais avant Bala, d'autres crimes. Il y a quand même eu une enquête qui avait été ouverte. Elle était judiciaire. Une enquête avait été ouverte dans le cadre de l'affaire Monseigneur Bala. Elle n'a pas été fermée seulement. Voilà. Ah, elle a été ouverte sans être fermée. Donc elle est Je pense qu'à un moment donné, on a même eu des informations selon lesquelles on nous a fait comprendre que Monseigneur Bala était mort de noyade. Oui. Puisqu'il y a eu l'autopsie qui avait été effectuée, on l'a déclaré. C'est la bonne information. On l'a déclaré. Mort de suite de noyade. Il était mort sur de noyade. d'accord. Et d'autres. Vous avez des doutes à cela? Pas moi, toute la société. Vous ne parlez pas au nom de toute la société. Toute la société. On ne connaît pas Monseigneur Bala des exercices de natation qui l'auraient prédisposé à aller nager dans un cours d'eau dangereux comme la Sana. Et à sauter depuis le pont. Etc. Ce qui rend peu probable, peu crédible cette version des faits. Très bien. Qui vous allez accréditer le doute que les gens ont aujourd'hui sur la qualité de la justice. On me dit que l'affaire est complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, une affaire complexe? C'est le procès. La complexité d'une affaire judiciaire rentre dans les difficultés à connaître la vérité. Or, la vérité, c'est d'abord qui a tué. Et qui a tué, on connaît. Non, vous insistez qu'on... J'insiste parce que les gens sont même déjà... Les ordonnances, on a vu dernièrement dans cette affaire. Le juge instructeur. Oui. Et nous en avons parlé sur ce plateau. Le juge instructeur a rendu une ordonnance de remise en liberté d'un certain nombre d'acteurs.
Et les commentaires que je viens d'entendre accréditent ce que nous avons vu à l'époque. Le même juge instructeur a nié avoir produit cette ordonnance. Et votre émission avait interpellé toute la place judiciaire en disant « Ok, si le juge instructeur n'a donc pas produit cette ordonnance, d'où vient-il que le greffier ait signifié aux avocats des parties l'ordonnance? Le greffier n'a jamais été poursuivi pour dire comment il a fait pour avoir une ordonnance que le juge n'a pas faite. La suite de cette affaire, c'est qu'on a changé le juge instructeur pour arrêter les gens que le juge instructeur mettait en liberté. Et les gens que le juge instructeur mettait en liberté n'ont pas été mis en liberté. Cela montre que le juge instructeur a fait ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. Donc il n'est pas indépendant. Alors, tout ce que Elimbi Lobé dit là, je tiens à faire comprendre que ça n'engage que lui. Alors, docteur Aristide Mono veut aussi coller un dernier mot avant de prendre une touche pause. Voilà, une petite précision parce que Monsieur Elimbi Lobé semble être péremptoire en se basant sur les déclarations de Monsieur Ndaoui. Je rappelle que pour l'instant, ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire sont poursuivis de filature et de torture. Ça veut dire que même au niveau de la justice, on ne reconnaît même pas encore que Martinez Zogo a été assassiné. On parle de filature et de torture, d'où cette question qui a été posée par certains acteurs. On l'a donc torturé pour qu'il reste en vie, ou on l'avait torturé après un chameau était venu le cogner. Donc pour le moment, on ne peut pas se focaliser. Se baser sur mais je pense quand même qu'il y a eu une évolution au niveau de la requalification des faits. Il y a eu une évolution. Il y a une double requalification. Voilà. Qui est que quoi? Non, qu'on a même déjà désigné les assassins. Je pense qu'il y a eu un document. Bien sûr. Il y a eu un document venant de la justice où on faisait étalage des interrogatoires, où on disait la responsabilité de tout un chacun. Vous n'avez pas vu ce document? C'est pour ça que je dis que ceux qui ont exécuté, je pense que la justice a donné plus de corrige mes propos. Ceux qui sont accusés d'avoir exécuté, oui, ils sont connus. Merci. On ne les cherche pas.